Les Tsing ont abrité la vie, mais aussi la mort de ces énigmatiques habitants. Jean-Claude en a trouvé une preuve. Découverte cruciale pour Ramilson. Ah oui. Mais d'abord, je vais voir l'orientation. Ah bien, c'est bien la tête tournée vers le nord. La légende parle d'un peuple primitif, les Wazimbles, les premiers hommes de Madagascar. En fait, Ramilson pense que ces squelettes sont plus récents, ceux de Malgaches venus s'isoler dans les Tsing pour échapper à des guerres tribales. D'après la tradition, les gens Wazimbles, ils vivaient toujours soit dans l'eau, soit dans la forêt, soit dans les rochers. La tradition Wazimble sont des gens nains. Mais ça, ces gens-là, ils sont très grands, comme la taille des gens actuels. Par rapport à un malgache, c'est un malgache moyen, oui, c'est une taille normale. Une taille normale. Bon, ensuite, il y a un bracelet en cuivre. Au cœur de Madagascar, les Tsing. Une forêt de pierre dont les cimes se dressent à plus de 100 mètres du sol. Un lieu mystérieux, impénétrable, peuplé d'espèces singulières. Pour la première fois, une équipe internationale de scientifiques va tenter de comprendre comment des plantes, des animaux et même des hommes ont pu s'adapter à cet univers minéral. Un voyage qui nous projette 100 millions d'années en arrière. Ce film est le carnet de bord de l'expédition. Madagascar est un véritable laboratoire de l'évolution qui a produit des créatures insolites, uniques au monde. Leur histoire commence une centaine de millions d'années avant notre ère, lorsque le territoire malgache se dissocie de l'Afrique et de l'Inde. Le micro-continent sera peu à peu colonisé par les rares espèces qui auront franchi le canal du Mozambique à la nage ou en dérivant sur des radeaux de végétation. Telle l'Arche de Noé, Madagascar est le berceau d'une évolution en marge du reste du monde. Un sanctuaire que menacent aujourd'hui déforestation et sécheresse. Ce qui a attiré ici notre équipe scientifique, c'est un site classé au patrimoine mondial de l'humanité, habité par une faune méconnue. Nous avons décidé de réunir nos compétences pour l'étudier de plus près. C'est une première. Pour une telle mission, un scientifique irait au bout du monde. Eh bien, nous y sommes. Et il faut plus d'une journée de marche pour rejoindre la première piste carrossable. Nous voici au pied des contreforts de la réserve. Une forteresse à première vue inaccessible et dont le seul nom respire le mystère. Les Tsing. Incroyable. La vie a réussi à s'insinuer entre ces murailles. Tsing est le nom malgache de ces dents de géant. Mais comment sont-elles apparues? Tout a commencé il y a des millions d'années au fond des mers. Des générations de coraux se sont accumulés en couches denses. Volcanisme et mouvements tectoniques propulsent ce socle calcaire
qui émerge à l'ouest de Madagascar. Sous la pression des plaques continentales, il se fissure. Le gaz carbonique rejeté par la végétation acidifie les pluies tropicales qui vont sculpter le calcaire. Le massif du Memara est un chef-d'œuvre absolu de ce type de formation géologique. Une jungle de pierres de 1600 km². Avant toute chose, il faut trouver dans ce dédale un passage suffisamment large pour accéder au centre du massif. C'est Jean-Claude Dobrila, le guide de l'expédition, qui s'en charge. J'ai vu une partie avec des très beaux tsings, des grandes tourelles. Et puis au milieu, il y a une partie plate. Je pense qu'on pourra faire un camp au milieu des tsings. Jean-Claude a repéré une grande allée forestière qui s'enfonce au cœur des tsings. L'équipe n'a plus qu'à suivre cette voie royale. Voici l'endroit où nous installerons notre camp, un abri troglodyte dans le labyrinthe des canyons. Ça fait quand même un peu expédition de fin de siècle, là, ce qu'on vit. Hein. Moi, je trouve que ça fait plutôt début du siècle, tu vois. Jules Verne, pas livresque. Voilà, nous, on est les Martiens et on est dans le site là où c'est un peu notre histoire, tu vois. Parce que tous ces cailloux, machin, bestiaux, les bruits, les piquants, les tranchants. Le décor est tellement Regarde, insolite on est comme les hommes cavernes, là, tu vois, il manque. Et la faune qui évolue dans ce décor insolite, anachronique elle aussi. Des fossiles vivants qui existaient déjà dans l'antique forêt humide. Le brochésia pourrait être un rescapé du temps des dinosaures. Il ne compte plus les vies qu'il a vues s'éteindre. Mais lui n'a pas pris une ride. Notre but est précisément de retrouver ces fossiles vivants qui pourraient être les ancêtres de bien des espèces actuelles. L'enjeu est crucial, assurer à terme la protection de ce site unique au monde. Au milieu des tsings. Ils ne sont pas très hauts. C'est tous les microcèbes de Madagascar. André, naturaliste de terrain, vit depuis 50 ans à Madagascar. Il cherche des mammifères primitifs hyper spécialisés. Qui, heureusement, peuvent s'adapter à tous les... Arthur, spécialiste de la faune cavernicole, est venu d'Australie pour trouver une araignée troglodyte, témoin de la séparation du continent primordial. Le corps ne forme qu'un seul bloc, de l'abdomen à la tête. Une autre caractéristique, c'est la deuxième paire de pattes. Rami Lisson, il étudie en vrai détective les traces de vie éteintes, ossements et fossiles. Alors ça, ce sont des dents d'hippopotame nain. Il a déjà trouvé près du camp un étrange objet qui semble bien avoir été façonné par l'homme. Ben moi, ce que j'aimerais bien voir, Jean-Jacques, professeur, chercheur, veut comprendre comment les plantes s'adaptent aux tsing. ce bananier, pendant l'hiver, ses feuilles se dessèchent et il est typique des tsing. Si on veut aller au milieu des tsings, on voit souvent à Madagascar, chaque voyageur jette... Jean-Claude arpente et cartographie les tsing depuis 10 ans. La survie de l'équipe repose entièrement sur lui. L'un des plus grands risques est de se perdre dans ce On essaye labyrinthe. de trouver
ou des petits canyons, ou des grottes pour se rapprocher encore. Et tout ça, ce sont des canyons, tout ce que vous voyez ici. Dès le premier soir, André croit entendre des râles de fouche. Cette bête unique en son genre titille sa curiosité. Mais elle est nocturne et craintive. C'est là qu'intervient Christian, l'oreille de l'équipe. Il enregistre les sons dans la nature pour identifier les espèces et s'en sert aussi pour composer de la musique. La forme rythmique. L'exploration débute dès ce matin. Mais par quel bout prendre cette forêt où tout est caché et où tout reste à découvrir? D'abord, marcher sans bruit en ouvrant grand les yeux et les oreilles pour percevoir les plus infimes mouvements. Jean-Jacques Delaveau aiguise ses sens, la vue et l'odorat, principaux outils du botaniste. Je pense que cette fleur aurait pu s'épanouir cette nuit parce qu'apparemment elle est mûre. Il y a énormément de gouttes d'une espèce de liquide sirupeux, très parfumé. André Perrieras a emporté avec lui quelques pièges dans l'espoir de capturer le fouche qu'il a cru localiser la nuit dernière. Voilà, bien par là. On va mettre la cage sur la corniche parce qu'il passe par là. Voilà. À Madagascar, le fouche est le seul prédateur digne de ce nom. C'est pourquoi une faune spécifique comme les lémuriens s'y est développée, alors qu'elle en a été empêchée partout ailleurs par d'autres grands carnivores. C'est un os de lémurien. Jean-Claude et Ramilisson viennent de faire une trouvaille au fond d'un canyon. Les restes d'un lémurien géant qui n'existe plus depuis longtemps. Il a fait une chute pour qu'on le retrouve ici. Il a dû faire une chute. Certainement. Cette forêt abrite en effet de véritables reliques au sens biologique du terme, c'est-à-dire des espèces survivantes de groupes totalement éteints. Les lémuriens, des primates primitifs, font partie de ces énigmes de l'évolution. Oui, c'est 29 cm de long. C'est long, oui. Presque comme un petit homme. Celui-ci avait pratiquement une taille humaine. Il a disparu avec l'arrivée de l'homme sur ces terres. Les lémuriens actuels, plus petits, ne sont plus représentés qu'à Madagascar. Sur tous les autres continents, ils sont tombés aux oubliettes il y a quelques 40 millions d'années. Le secret de leur agilité de trapéziste, ce pouce opposable aux autres doigts pour mieux attraper les branches. Christian Hall enregistre. Cris d'alerte, de ralliement, d'intimidation. Les lémuriens ont un langage plus complexe qu'il n'y paraît. De son côté, Ramilisson continue sa prospection archéologique dans les gorges avec Jean-Claude. C'est de la cendre ancienne. Un foyer parfaitement conservé. Ça là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une carapace de tortue. Ce sont des ossements d'animaux éteints, des restes alimentaires. Donc, des hommes ont pénétré il y a plusieurs centaines d'années dans ce milieu inhospitalier. Reste à comprendre pourquoi. Enthousiasmé par l'étrange découverte, Jean-Claude veut avoir une vue d'ensemble au sommet des Tsing. Une escalade en solo comme il les aime.
En l'absence de Jean-Claude, on reste groupé et l'on essaie de débusquer la faune dont Madagascar a l'exclusivité. Rugueux, superbement monstrueux, il sort tout droit de la préhistoire. Voyageur du temps et de l'évolution, il chasse à pas feutrés, un caméléon furcifère. Lui, minuscule Brochésia, pas plus grand que le petit doigt, doit renoncer à bien des proies trop grosses pour son estomac. Tous les animaux, après examen détaillé, sont relâchés. Les descriptions, photos et images filmées constituent les preuves scientifiques suffisantes. Brochésia perarmata, la cuirasse d'un dragon de légende et le flegme d'un vieux sage. Il voit le monde à sa façon. Un monde à gauche, un autre à droite. Et d'un coup de paupière magique, il réunit les deux pour mettre du relief dans sa vie. Feuilles mortes, rochers ou troncs d'arbres, il se déguise comme il veut. C'est l'uroplate, un gecko vraiment singulier. « 50 mètres plus haut, l'écosystème est radicalement différent. C'est un monde désertique, presque invivable, 40 degrés et pas la moindre humidité. Jean-Claude a repéré un accès pour atteindre les crêtes. Tsing signifie en malgache « sur la pointe des pieds ». On pourrait dire aussi « sur le fil du rasoir », tant ses lames sont coupantes. À l'exception de notre guide Risque-Tout, une seule créature est capable de jouer les équilibristes sur ses flèches de pierre. Un petit dragon furtif. Contrairement au caméléon, il a définitivement pris la couleur de la roche. Combien de millénaires une telle évolution a-t-elle demandé? Jean-Claude ne l'avait encore jamais vue. La nouvelle devrait enthousiasmer les naturalistes de l'équipe. Ah, il y en a un. C'est un Galidia. Un petit Galidia. Le fouche n'est pas tombé dans le piège, mais une autre bête typique de ces forêts s'est fait prendre. On a au moins capturé un petit animal de la région. Et bien, il est dans le même parage. Il aurait pu y être à sa place. Bon, ben on va continuer à essayer d'attraper d'autres. Le Galidia élégant, proche cousin des mangoustes, a été recensé dans les Tsing il y a peu. Regarde, on voit les racines. Regarde, ça c'est pas beau. Retour au camp et bilan de la journée. Jean-Claude Dobrila a de bonnes nouvelles. Il a trouvé un accès au sommet des Tsing et un iguane dont André se demande s'il ne s'agit pas d'une nouvelle espèce. Il faut absolument le retrouver et l'identifier. Je n'en ai jamais vu. Jean-Claude reprend son repérage. Il nous faut maintenant un endroit pour installer un campement au sommet des Tsing. Et c'est un quito extraordinaire. Oh là 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 là. Le 8e jour, la patience d'André Pereira s'est enfin récompensée avec la prise de ce fouche. C'est un mammifère carnivore unique en son genre, un fossile vivant lui aussi. Sa queue est très longue. Elle est belle, il est beau. Vous voyez, Ça va passer les trucs. Attention le doigt. 7,5 kg juste.
sur le dos. Seul prédateur de ces forêts, le fouche aime croquer du lémurien. C'est le dernier représentant d'un groupe éteint à la fin du Tertiaire. On va la mesurer. Faites la queue. Regardez les moustaches. C'est une petite femelle. Très belle vibrisse. Hein. À partir de là, oui. Combien? 69 cm. La queue fait 69 cm. Ah. Oui, à peu près. Là, c'est beaucoup plus... La grandeur, 63 cm à peu près. Tu vois, la queue est plus grande que. Ah, ça y est. Petite mère. Voilà. C'est quoi comme type de blessure ça? On dirait une... Cette blessure, un mauvais coup pris sans doute lors d'un combat. Et celle-là, elle a des griffes. Le fouche est à moitié plantigrade, mais peut grimper aux arbres. Son poids quand même. Voilà, ben oui, elle pèse son Elle poids. pèse son poids. Hein. Allez, on va la laisser se réveiller. Comme ça, elle peut respirer là, ouais. Voilà. Oui, très bien. Ah oui, les dents. Tu vois. Cette denture est typique de celle de certains carnivores primitifs qui n'existent plus que sous forme fossile. La grosse molaire. La classification du fouche, qu'on a d'abord pris à tort pour un félin, demeure controversée. Elle s'est drôlement battue. Ils ont eu du mal, hein, les zoologues, à la classifier. Hein. Dans les C'était, vivéridés. Ouais, ouais. Oui, oui. Parce qu'elle a été classée dans les mustélidés, après ça a été mis dans les plantigrades purs, après ça a été replongé dans les vivéridés, après ils se sont remis en question par rapport à la dentition. Enfin, bon, maintenant ça semble vraiment être une vivéridée, mais bon, ils se posent encore des questions. Quoi. Allez, bon. Ah, tous les autres sont arboricoles aussi, Jean-Jacques. Hein, Ouais, mais elle, les petits vivéridés. Oui. Conclusion de ces quelques jours d'observation. Les canyons sont bel et bien des laboratoires à ciel ouvert d'où sont sortis des spécimens rarissimes qui nous renvoient aux premiers temps de l'évolution. Certains animaux semblent évoluer à reculons. Yeah. C'est ce qu'on appelle évolution régressive. Alors d'après toi, nous aussi on pourrait redevenir des primates primitifs si on restait ici assez longtemps. Tu laisserais pousser tes cheveux toi aussi. Le camp de base pour Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, je te reçois. Voilà, j'ai trouvé un endroit assez sympa pour installer la capsule. À toi. Ok, ensuite tu as pris les points GPS? Oui, oui. C'est à peu près au centre d'Etzing. C'est vraiment c'est un endroit intéressant. Après l'exploration au fond des canyons, la recherche au sommet. Notre équipe va tenter de comprendre comment la vie s'est adaptée à ce désert de roches et veut absolument retrouver l'étrange iguane photographiée par Jean-Claude. L'atterrissage de la boule, là, est-ce que c'est bon, là? Ça n'a pas l'air génial. Si, ça va y aller. Pour pouvoir travailler sur les aiguilles de pierre avec le minimum de confort et de sécurité, nous avons imaginé un mécano géant baptisé la capsule spéciale. C'est moi qui tiens, là. Déplace un peu plus vers l'avant. Hein. Elle est montée sur échasse et enveloppée de panneaux réfléchissants pour que nous puissions supporter la chaleur accablante. On est comme chez soi ici. On est comme chez soi. C'est très très bien. On avait vu qu'effectivement c'était très limoneux quand même. Oui, oui, oui.
T'as été cuisinier dans une autre vie. Peut-être. Hein. Un gros papillon là-haut. Juste sur la jointure, regarde là. T'as vu, il a les yeux qui brillent. Dans ce drôle de Spoutnik, des hommes vont dormir pour la première fois sur les Tsing et rêver sans doute à la nouvelle planète qui les attend. Tous se sont mis d'accord pour partir immédiatement en quête du petit reptile couleur de Tsing. Peu farouche, il est partout et nulle part à la fois et déjoue la curiosité des scientifiques. Quel curieux phénomène a pu façonner ces structures calcaires, tailler ainsi le karst en lame de couteau? Non, non, oui, ouais, c'est here. Only... C'est bien un chercheur préparé. Il faut nous y arrêter un instant pour le comprendre. Par une étrange coïncidence, le corail fossile a la forme des Tsing qu'il a engendrés. L'érosion agit à plusieurs niveaux, découpant le karst en pointes cannelées selon une géométrie fractale. La composition même du calcaire, et notamment sa pureté, pourrait expliquer la finesse de son érosion. C'est un calcaire des Tsing. Tu peux voir comme la pluie l'a rongé. Avec de l'acide chlorhydrique, on peut simuler le processus en accéléré. Comme ça, il y en a assez. Il y a beaucoup de différents types de calcaire. De nombreux facteurs interviennent, comme leur mode d'accumulation et ce qui s'est passé après. S'ils ont été recouverts par la mer, enfouis, propulsés ou altérés par des mouvements tectoniques. Ça change leur composition chimique. Dernier orage avant la longue saison sèche. Dernière chance pour la forêt de pierre et ses habitants de faire des réserves. Le sculpteur des Tsing, l'eau de pluie, poursuit son lent processus d'érosion. Attention quand même parce que... Le passage est étroit au départ. Ou c'est peut-être toi qui es gros. Hein. L'équipe se scinde en deux. Jean-Claude accompagne Arthur, qui veut descendre sous terre à la recherche d'une araignée, témoin des bouleversements qui façonnèrent les continents. Bye bye. Bye bye. Il a l'air bien, ce canyon. C'est superbe. Jean-Jacques et André restent au sommet des Tsing. Il faut trouver l'iguane inconnue. C'est pas pratique ce truc. Allez, vélo ma Jacques. Vélo ma Jacques. Et bonne promenade, hein. Enfin, nous voici au cœur du minéral. On connaît mal ces abîmes. Le risque de s'y perdre est réel. Notre salut repose sur l'expérience de Jean-Claude.
Né d'une intense activité géologique, ce maillage de fissures facilite l'action de l'eau en profondeur. Les Tsing cachent de spectaculaires chefs-d'œuvre de l'érosion. Au milieu de ces étroits couloirs, soudain, un espace gigantesque, une cathédrale de 30 mètres de haut. Ces cavités sont formées par l'effondrement des voûtes. À la saison des pluies, l'érosion se fait verticalement et horizontalement. Le karst devient un gruyère où il y a parfois plus de trous que de fromage. Voilà une araignée qui est bien cavernicole, mais qui ne correspond pas à la forme primitive qu'espérait Arthur Clarke. Dommage. Les grottes sont aussi le rendez-vous de visiteurs occasionnels en quête de fraîcheur. Un rendez-vous qui peut devenir fatal. Les serpents nocturnes viennent passer la journée dans ces abris souterrains. C'est quoi comme genre de serpent? Un colibridé. Il est peut-être venu là parce que la grotte est bien humide. Il a de beaux motifs, de belles couleurs. Je me suis fait mordre. Ils sont venimeux? Non, pas trop. Ça fait mal? Reste calme. Il y a plus de peur que de mal. Le serpent n'a pas eu le temps de lui injecter son venin. Allez, on y va. Arthur reprend sa chasse à l'araignée. « 15 degrés sous terre, 40 degrés quelques étages plus haut. C'est vert, hein. Il faut trouver des astuces pour supporter cette canicule. Voilà. Les seules feuilles qu'on voit, ce sont les feuilles de l'aloès. Voilà. Quelques feuilles restantes des orchidées. Oui. Sinon, tout le reste du vert, c'est le Sinancum. Il y a du pollen, hein, les abeilles peuvent y venir. Oh. La saison sèche va durer 6 mois. Les plantes perdent leurs feuilles, source d'évaporation. Celles-ci ne sont pas des cactus, mais elles y ressemblent. Elles possèdent les mêmes dispositifs pour retenir l'eau et faire la photosynthèse, des aiguillons et une respiration par le tronc. Tiens, viens voir, André. Attends, laisse-moi descendre tout doucement. Ça reste vert en dessous, donc en fait, il continue à faire la photosynthèse, même s'il n'a pas de feuilles. Oui, à grandir, à grossir. C'est pas un cactus parce qu'il n'a pas d'épines, mais il fait quand même de la photosynthèse comme un cactus. C'est incroyable, ça. Elles n'ont rien à bouffer. Et puis... et ça marche quand même. Elles fleurissent. Ah, oui. T'as vu le nombre de fleurs? Il n'y en a que 2-3 qui sont fanées, tout le reste est... Superbe, superbe. Si on laisse une goutte d'eau, tu vas voir, elle va... Dans ce désert, la moindre goutte de rosée est récupérée. Elle va s'imprégner tout doucement. Non, parce qu'en fait, c'est une cire... Ah, pas du tout. Non, c'est une cire lipidique. Voilà. C'est de la cire. Hein. Une protection. Donc, protection... Contre le soleil. Contre le soleil. Oui, contre le soleil, oui. Et aussi, elle a l'avantage de faire glisser l'eau vers les racines. Les racines, oui. Qui, elles, ont la particularité d'absorber, alors que pas les feuilles. Ces plantes ont tout pour séduire les pollinisateurs. Le suimanga,
n'a rien d'un colibri, mais l'évolution lui a donné les mêmes atouts pour butiner les fleurs, bec fin et poids-plume. Hop là, tu l'as. Où il est? Oh. Le voilà. Ouais, super. Attends, ce qui est beau, Et aujourd'hui, hein, il y en a beaucoup qui se... ce qui est beau, c'est les écailles. Ses ailes, une mosaïque d'une finesse inouïe, faite de poils en forme d'écailles ou de C'est un plumes. super pollinisateur comme les abeilles, quoi, en fait. Allez. Hop. Eh bien, c'est bien. I got it. Il n'a pas voulu... Ils n'espéraient plus le trouver. Le voici pourtant entre leurs mains. C'est bien le lézard photographié par Jean-Claude. Laisse-le voir. Une découverte. D'après André Perrieras, une nouvelle sous-espèce d'iguane, et sans doute le seul animal capable de vivre sur le toit brûlant des Tsing. Si, ce sont des toutes petites, des petits poux. Oui, des petits poux. Oui. Regarde. Il a des parasites. Je vois ce que ça peut être. C'est marrant parce qu'il les a de part et d'autre de la queue. Grâce à son camouflage, il échappe au bec de la courolle, dont le cri lancinant hante la forêt de pierre. Dans les sous-sols, Arthur n'a pas renoncé à trouver son hypothétique araignée cavernicole. Il est guidé par les chauves-souris qui rejoignent leur colonie au cœur des grottes. Des fientes de chauves-souris accumulées depuis des années tapissent le sol des cavernes, un terreau de premier choix pour la vie organique. C'est un petit cafard, un juvénile. Et un coléoptère. Je ne sais pas trop quelle famille c'est. Et voilà un pseudo-scorpion. Ces pseudo-scorpions ne feraient pas de mal à un homme, mais ils s'attaquent avec férocité aux petits insectes qui mangent les déjections des chauves-souris. Vie minuscule, mariée à la roche, mangeuse de lichens ou de plus petits encore, des créatures des ténèbres que la science éclaire pour la toute première fois, comme ce très étrange ver plat. Pour les gens, les arachnides sont des araignées. En fait, pas seulement. Oh, mais là, c'est l'opillon. Ça alors. Enfin la voici, pas plus grosse qu'un grain de riz. Une araignée primitive avec des pinces pour attraper ses proies et qui ne tisse pas de soie. Arthur détient maintenant la preuve vivante qu'un ancêtre commun à ces araignées peuplait déjà le continent primordial, le Gondwana, il y a 130 millions d'années. C'était à l'origine un animal adapté à des climats frais et qui vivait probablement à la surface pendant les périodes glaciaires. Mais avec le réchauffement de la planète et en période interglaciaire, sa seule chance de survie sont ces cavernes, où il fait frais. C'est là qu'on peut trouver l'opillon des cavernes.
Depuis plusieurs jours, Amélisson passe au peigne fin toutes ces grottes. Des hommes ont bel et bien séjourné dans ce lieu hostile, en juger par la quantité de tessons qui jonchent le sol. D'où venaient-ils? Pourquoi vivaient-ils ici? À 40 mètres de profondeur, l'équipe d'en bas découvre un des secrets de la vie végétale des Tsing. Des racines transpercent plusieurs étages de roches dures pour alimenter les arbres déshydratés du sommet. Défiant les lois de la pression, elles charrient des dizaines de litres de sève brute par jour. Les plantes exploitent la moindre fissure pour percer le calcaire, un vrai travail d'alchimiste. L'eau de ruissellement se charge de matière organique corrosive. Résultat, le végétal dissout le minéral. Salut Christian. Alors tu mesures la goutte? Elle a une résonance particulière? L'eau dissout le calcaire, tu vois. Elle redépose la matière dissoute, le carbonate de calcium, qui forme ces sculptures naturelles dans les grottes. Et ici, les concrétions suivent la trajectoire des racines, formant une gaine de cristal qui grossit jusqu'à former une stalactite. Fascinant comme processus. Et tout ça grâce à cette petite goutte d'eau. Give me the palm. Tu dois apprendre à parler mieux l'anglais. Thank you. Arthur et Jean-Claude arrivent au plus profond des Tsing. Ces grottes peuvent être complètement noyées à la saison des pluies. Le karst agit comme une éponge qui restitue l'eau aux différents étages du massif. Il est assez clair de couleur. C'est donc peut-être un cavernicole. Mais il a un motif sur le dessus. Et ça, c'est plutôt signe d'un animal de surface. Pour sortir et regagner le toit des Tsing, ils empruntent la voie des eaux. Au bout de ces gorges, une surprise. Une oasis où toute la vie des Tsing semble s'être donné rendez-vous. À la saison sèche, les plans d'eau à ciel ouvert sont très rares. Cet Éden aquatique est une exception qui va réjouir le reste de l'équipe. Voilà. Fin de l'exploration spéléologique pour Arthur Clarke et Jean-Claude Dobrila. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça fait du bien d'être de retour.
Comment ça va en bas, là-bas? On est resté trop longtemps dans le noir. Aucun chercheur n'aurait pu s'aventurer dans les souterrains sans le spéléologue confirmé qu'est Jean-Claude. Eh bien écoute, Jean-Claude, fait plaisir de te revoir. Oui, moi aussi, j'enlève pas le gant. Hein, Tongassouar, ouais, bienvenue. merci. Pour la petite capsule. Oui. Ça va? Ah, ça a été une belle promenade. Belle promenade. Un peu plus qu'une promenade, une belle aventure. On disait avec Jean-Jacques que c'est bien dommage que tu ne sois pas plus naturaliste. Ah ouais, ça c'est vrai que Parce c'est bien qu'avec dommage. ce que tu fais, ce que tu peux voir, hein, ça serait extraordinaire. Il faut que je sois en contact avec des scientifiques, des passionnés, Voilà. et apprendre petit à petit. Jean-Claude a parlé de l'oasis miraculeuse. Les autres veulent s'y rendre, toutes affaires cessantes. Sans ce vivier, la faune des Tsing ne pourrait ni se reproduire, ni survivre pendant la saison sèche. Pour des chercheurs passionnés, c'est mieux que la caverne d'Ali Baba. Il y a de quoi retomber en enfance. Regarde les têtards, il y a beaucoup de grenouilles. Ah ouais. Et viens voir. Tapper. Il y a des tapers. Ils ont même la queue. Tu vois? C'est la petite grenouille. Et on voit déjà en fait effectivement les deux lignes du museau qui seraient celles de l'adulte. Ok. Allez, remets-les dans l'eau parce que là elles vont se déshydrater, pauvres petites bêtes. À la base de la chaîne alimentaire, les algues. Elles sont le gîte et le couvert de petits crustacés, eux-mêmes dévorés par des animaux plus gros. Il est dans l'urne. Il est encore vivant parce que tu le vois bouger. Il est dans l'urne. Hein. Il est dans l'urne. Il est dans l'urne. C'est parce que tu le vois en tridimensionnel, c'est pour ça. Donc voilà, tu remues ta vis micro. Ah ben oui, il y en a d'autres. Ah oui, non, il y en a plein. On a pris. Et les deux petites qui sont là. Deux petites, elles sont quoi, avortées ou alors... Ici, chaque découverte est une goutte d'eau dans un océan d'inconnus. Ces gorges sont truffées de secrets. Ainsi, Ramilisson a encore trouvé de nouvelles traces de vie humaine, confirmant qu'un peuple mystérieux a bien réussi à vivre dans ces grottes perdues. Il montre sa trouvaille à Jean-Claude. Ah, c'est une cruche. Elle est belle, bien peignée, avec le motif. C'est fait avec du peigne en bois. Ah, là, on te la montre. C'est encore une cruche, c'est une grande cruche. Et deux pièces différentes. Le pot était tombé. Oui. Parce que l'accès n'est pas facile. L'accès n'est pas facile. Forcément. Et vu la taille. Et vu la taille aussi, donc c'est là où ils viennent chercher l'eau, se laver. Respectant les usages, ils remettent en place leur trouvaille, en attendant qu'une fouille plus complète soit programmée. Les Tsing ont abrité la vie, mais aussi la mort de ces énigmatiques habitants. Jean-Claude en a trouvé une preuve, découverte cruciale pour Ramilisson. Ah oui. D'abord, je vais voir l'orientation. Ah bien, c'est bien la tête tournée vers le nord. La légende parle d'un peuple primitif, les Wazimbles, les premiers hommes de Madagascar. En fait, Ramilisson pense que ces squelettes sont plus récents, ceux de Malgaches venus s'isoler dans les Tsing pour échapper à des guerres tribales. D'après la tradition, les gens Wazimbles, ils vivaient toujours soit dans l'eau, soit dans la forêt, soit dans les rochers. La tradition Wazimble sont des gens nains.
Mais ça, ces champs-là, ils sont très grands, comme la taille des champs actuels. Par rapport à un malgache, c'est un malgache moyen, oui, c'est une taille normale. Une taille normale. Bon, ensuite, il y a un bracelet en cuivre. Là. Ces objets usuels et décoratifs, des offrandes permettant au défunt de poursuivre sa vie dans l'au-delà. Alors là, il y a une perle blanche, la section arrondie. Donc, d'après cette poterie, ce bracelet et surtout cette perle, moi je crois que ce défunt donc, date à peu près vers le 18e siècle. Des recherches plus poussées permettront certainement de comprendre comment vivait ce peuple des Tsing. En attendant, l'âme des ancêtres peut reposer en paix dans la forteresse de pierre. Notre expédition s'achève, ouvrant la voie à d'autres missions scientifiques. Chacun a trouvé ce qu'il était venu chercher, mais quelle frustration aussi, car toutes nos vies réunies ne suffiraient pas à explorer l'univers fascinant des Tsing. Ce matin, la forêt des Tsing s'est drapée d'une brume inhabituelle, comme pour jeter le voile sur ses mystères. L'hiver tropical est là, avec ses nuits plus froides et ses journées trop sèches. Il est temps pour les animaux de faire le plein d'énergie et de regagner leur tanière en attendant des jours meilleurs. Un jour, le massif des Tsing disparaîtra. Tel un château de sable, il sera emporté par les pluies, un instantané à l'échelle du temps géologique que de futures expéditions tenteront de figer pour que toutes ces vies uniques restent dans nos mémoires.